Je vous souhaite la bienvenue donc dans ce 5e webinaire Audica SFORL qui aujourd'hui portera sur les appareillages en conduction osseuse chez l'adulte et chez l'enfant. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Charlotte Sellerier de l'hôpital Necker Enfants Malades, Hubert Gauthier, audioprothésiste adulte et pédiatrique à Saint-Denis et qui travaille également à l'hôpital Necker. On devait avoir le docteur Jérôme Nevou de l'hôpital Bicêtre pour vous parler des implants adultes. Malheureusement, il est coincé au bloc, donc il va essayer de nous rejoindre en cours, mais sinon, les deux orateurs couvriront sa présentation. Et comme à chaque fois, le professeur Couloignier nous fait l'honneur, président de la SFORL, nous fait l'honneur d'introduire ce webinaire et je lui laisse la parole. Oui, ce sera très bref pour vous dire qu'effectivement, c'est vraiment un grand plaisir pour la Société française ORL de s'associer à cet événement qui a jusqu'à présent toujours eu un bon succès et qui montre en plus des cas cliniques de grande qualité, très interactifs. Donc merci encore de nous associer à cet événement et donc je vais vous laisser commencer si tu veux bien, Cyril. Eh bien, on va démarrer sans plus attendre par les systèmes à conduction osseuse conventionnels implantés, l'indication chez l'enfant par le docteur Sellerier. Charlotte, quand tu veux. Et du coup, je crois qu'on voulait commencer par une petite question pour faire un petit sondage pour, entre vous, savoir un petit peu qui pratique la conduction osseuse chez l'enfant. Donc, on va vous poser une petite question. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant. Vous savez qu'on aime bien poser ces petites questions qui nous guident après dans le reste du webinaire. Donc, sans plus attendre, on lance le premier sondage. Le sondage, c'est proposeriez-vous systématiquement un appareillage en conduction osseuse sur une aplasie unilatérale chez un enfant de moins de 2 ans? Voilà. Donc, vous pouvez répondre soit parce que vous en avez l'expérience, soit selon votre opinion. On attend vos réponses. Comme d'habitude, on laisse quelques secondes que le modérateur que je suis se sent contraint de meubler. Mais si vous en avez assez d'entendre ma voix, vous le dites sur le chat et je vous promets, je me tairai. Donc, les résultats, les voici. Je pense que vous les voyez à l'écran. On a oui à 33% et non dans 2/3 des cas à 66%. Alors, ça a été intéressant. Charlotte, comment est-ce que tu analyserais ces réponses? Alors, je pense qu'en effet, la conduction osseuse, c'est pas quelque chose qu'on propose systématiquement dans les surdités unilatérales chez l'enfant parce que c'est compliqué, parce que l'enfant ayant une audition contralatérale normale et une surdité de transmission souvent pure, unilatérale n'est absolument pas gêné dans sa vie quotidienne et c'est difficile pour les parents d'appréhender le bénéfice d'un appareillage versus les contraintes que ça peut engendrer. Mais du coup, on va reprendre un petit peu sur la généralité et de quand est-ce qu'on met en place un appareillage non implanté. Donc, évidemment, dans les surdités de transmission, on va surtout avoir les aplasies majeures d'oreille et les aplasies mineures d'oreille. Quand l'enfant est en aplasie bilatérale, avec une surdité bilatérale de transmission, évidemment, cet appareillage va se faire précocement, dès 3 mois si possible, et à partir de 8 mois, 1 an, en bilatéral, dès que c'est possible. Et par contre, chez l'enfant plus petit, on propose à partir de 8 mois ou 12 mois, quand l'audition même contralatérale est normale, pour acquérir une meilleure binauralité, un meilleur confort dans le bruit et une meilleure localisation de la provenance des sons dans l'espace. Évidemment, pour les unilatérales, il faut que les parents soient motivés ou dans des contextes d'otite à répétition avec des otites séromuqueuses persistantes sur l'oreille normo-entendante, dans des contextes de retard d'acquisition du langage ou s'il y a des troubles évidemment associés. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à le proposer en tout cas aux parents un peu systématiquement depuis que cet appareillage est remboursé et pris en charge à 100% par la sécurité sociale, donc c'est-à-dire depuis 2019. J'en parle systématiquement aux familles et après on voit au cas par cas pour introduire cet appareillage ou pas, en tout cas avant 2 ans. Alors, ce qui va être intéressant de préciser, et là on va laisser la parole à Hubert, c'est que ce remboursement à 100% concerne soit les systèmes implantés, soit les processeurs de systèmes implantés, mais il y a peut-être d'autres solutions sur les systèmes conventionnels. Hubert, si tu peux nous en parler. Tu parles du système conventionnel, le système adhésif ADIR, c'est ça? Bon, un peu tous, par exemple. Voilà, on va commencer par l'ADIR. Par exemple, pour le système en conduction osseuse adhésif, en fait, on a le système ADIR qui est un compromis finalement. Voilà, tout à l'heure, Charlotte te parlait de l'inquiétude des parents par rapport à un appareillage en unilatéral, parce que finalement, on va falloir mettre le bandeau pour les tout petits, alors qu'avec le système adhésif, comme ça, en fait, on va venir mettre l'adhésif derrière l'oreille,
Et puis cet adhésif aussi a un petit système qui permet de venir clipper l'audioprocesseur. Et donc finalement, c'est moins finalement va moins stigmatiser la surdité. C'est déjà difficile pour les parents d'accepter la surdité de leur enfant, mais en plus, quand on doit lui mettre un bandeau, finalement, donc on va proposer ce genre de système. C'est très très bien, c'est génial comme invention. Le souci, c'est l'adhésif. L'adhésif, c'est bien, mais il faut que ça colle et que ça colle longtemps. Donc on dit que ça colle 4 à 6 jours. C'est pas toujours le cas. Il faut vraiment un pot bien glabre. Il faut au niveau du promontoire, ici au niveau du rocher, que ce soit un espace suffisant pour bien coller. Donc c'est pas toujours si simple. Donc au final, quand ils essayent, en tout cas, ils finissent par abandonner. Pourtant, ils voient quand même des réels effets positifs. L'enfant réagit mieux, il se localise mieux dans l'espace. Mais au final, ils finissent par essayer les systèmes conventionnels, donc de type BHA, que l'on applique sur bandeau ou sur Sondark. Voilà. Alors, j'ai une question, j'ai plusieurs questions. Il y en a une qui est partie de la salle, qui est à partir de quel âge est-ce que tu conseillerais un système, Charlotte aussi, un système à dire? Pour le système à dire, c'est difficile parce que finalement, les tout petits, quand ils tiennent pas, quand il y a un mauvais maintien au niveau de la tête, clairement non, puisqu'il va être allongé, il est souvent allongé, donc forcément ça va bouger au niveau de son oreille, donc ça va pas forcément très très bien tenir, donc c'est pas vraiment conseillé. C'est à conseiller dès que l'enfant marche finalement et puis est suffisamment grand pour bien se tenir et qu'il n'y ait pas trop de frottement de ce système. Et puis je dirais même plus, c'est que en fait il se voit quand même pas mal, donc un bébé sans cheveux, c'est limite tout aussi visible qu'un bandeau avec une conduction osseuse traditionnelle. Oui. Moi, je dirais que je le propose systématiquement comme, en tout cas, moyen d'entrer dans la conduction osseuse sur les surdités unilatérales, et c'est en fait un bon moyen pour les parents de commencer à essayer un appareillage en conduction osseuse pour par la suite passer éventuellement à un bandeau. Ils s'y sont faits, ils ont vu l'avantage qu'il y avait de la conduction osseuse sur leur enfant, et ils peuvent plus facilement, en tout cas, s'adapter à un autre type d'appareillage. Et c'est vrai que sur ceux qui sont appareillés sur ADIR quand il était encore remboursé et que j'ai prescrit, il y en a quand même qui le gardent, avec le vrai inconvénient dont il parle, c'est l'adhésif qui se décolle, voire parfois quand il joue avec, il le décolle 5 fois dans la journée. Donc ça, c'est pas possible d'un point de vue financier, parce que au début, l'adhésif n'était pas pris en charge dans le remboursement. Là maintenant, je crois qu'il y a une petite part... non, maintenant c'est remboursé à 100% depuis le 25 août, je crois. C'est remboursé là donc à 2447 € pour le processeur, et les adhésifs, il y a 5 boîtes de 15 adhésifs qui sont remboursés par an, sur la base de 32 €, je crois. Donc il faut quand même être sûr que l'adhésif reste en place et que l'enfant arrive à pas jouer avec son appareil, et quand il déclique l'appareil, c'est vraiment le moment où ça peut se décoller. Alors, j'ai une question qui est arrivée par le chat privé. Est-ce que le poids du processeur est un problème? Parce qu'il trouve que ça a l'air lourd. Pour le ADIR? Oui. Ah, c'est super léger. C'est vraiment le plus léger par rapport aux autres processeurs de type BHA, Ponto ou BHA de chez Cochlear. C'est plus léger. C'est vraiment un système plus léger. Donc, un système est à réserver avec des conductions osseuses, donc normales ou subnormales. Ah oui, voilà, il faut que la conduction osseuse, enfin le seuil en osseux soit inférieur à 25 décibels. Hein. Au-delà, on ne peut pas du tout proposer ce genre de système. Au début, quand c'est sorti, moi j'étais hyper sceptique, parce que finalement j'ai toujours cru qu'au niveau de la conduction osseuse, en tant qu'audioprothésiste, finalement il fallait quand même que ce soit serré au niveau de la mastoïde. Donc pour moi, en fait, ça marchait quand c'était bien appliqué, que ça serrait, que ça pouvait faire vibrer au niveau de l'os. Là, on nous propose un adhésif, il n'y a rien, il n'y a pas de pression, et finalement ça marche bien. Et alors, est-ce que les lunettes à conduction osseuse ont encore un avenir? Déjà un avenir, en tout cas les fabricants ne le pensent pas, parce qu'en fait il y a quand même très peu de fournisseurs qui nous proposent ce genre de système. Alors on peut vous proposer la Broekhoff, en fait, dite label, en fait c'est une branche osseuse qui se commande donc en Allemagne, je crois. C'est une branche qui peut s'adapter sur tout type de lunettes, donc c'est plutôt chouette. C'est la plus discrète, c'est assez esthétique. L'avantage, c'est qu'au niveau du vibrateur, ça peut se mettre soit en position haute, soit en position basse, et on peut modifier l'inclinaison à froid.
Donc voilà, ça c'est très très bien. Vous avez aussi une autre branche de lunettes là, fait pour les surdités moyennes à sévères. Donc c'est la branche Evo qui est distribuée par GN Horizon, je crois, et Belton. C'est vraiment, quand vous voyez sur l'écran, c'est beaucoup plus épais. Et là, au niveau de l'adaptation, c'est plus difficile parce que si on veut qu'il y ait un bon contact au niveau de la mastoïde, il va falloir modifier la courbure de cette branche de lunettes. Et là, par contre, ça se fait avec une chaufferette. On ne peut pas faire ça comme ça à froid. C'est bien. Alors après, toujours pareil, le problème des lunettes auditives, que ce soit osseuses ou de manière, en conduction aérienne, c'est associé à un problème visuel, à un problème auditif. Donc voilà, quand on enlève ses lunettes pour les nettoyer, on n'entend pas. Et voilà, donc je suis partagé. Et petite information aussi, les Bruckhoff ne sont plus remboursés de toute façon en France. Oui, aucune lunette osseuse. Voilà, donc c'est une belle invention. Je pense que ça servirait à pas mal d'enfants qui ont justement des appareillages, des corrections optiques dont ils ont besoin toute la journée et qui ont, du fait, dans les aplasies en tout cas majeures d'oreille, des problèmes de pavillon, et ça permet de pouvoir adapter quelque chose sans le bandeau, sans rajouter le bandeau, les lunettes et la branche en plus, voilà. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de solutions aujourd'hui à leur apporter par les lunettes auditives. Non, et moi je le regarde parce que j'en ai fait beaucoup à l'époque où c'est arrivé. Il y a une chose que j'appréciais beaucoup dans la Bruckhoff, d'abord c'était l'adaptation possible sur les lunettes classiques. Oui. Donc c'était moins stigmatisant. Et sur les enfants et les adultes avec une malformation crânienne, la possibilité d'inverser le vibrateur et de le mettre en position haute. Et quand on était sur le temporal, de temps en temps, ça passait pas mal derrière. On a une question de la salle, mais sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard, je pense. C'est quelle solution quand chez l'adulte ou l'enfant, le bandeau n'offre pas suffisamment de pression sur la mastoïde et rend le ponto BHA non efficace. On va en parler un petit peu après des bandeaux. En général, le bandeau offre une pression qui est pas si mal habituellement, donc on va en reparler. Et ben voilà, justement, on arrive sur les bandeaux. Ben voilà, les systèmes de type BHA peuvent s'appliquer de manière non invasive. Donc un appareillage sur bandeau, là que vous avez donc sur la gauche. Donc ça c'est valable que ce soit pour la marque Cochlear ou la marque Oticon Medical. En fait, les deux peuvent s'adapter sur bandeau. Pour les enfants, de toute façon, c'est systématique. On ne va pas faire l'appareillage en conduction osseuse chez l'enfant se fait systématiquement sur bandeau ou sur sonde d'arc. Voilà, donc maintenant l'application se fait soit en correction unilatérale ou en correction bilatérale. De la même manière, pour le sonde d'arc, là par contre, ça existe uniquement pour la marque Cochlear. Et là, c'est pareil, c'est pour une correction soit en unilatérale ou en bilatérale. Tu peux nous détailler un peu le sonde d'arc? Le sonde d'arc, en fait, c'est comme un serre-tête, sauf que les serre-têtes que l'on va placer derrière le crâne, et puis après, on va essayer d'appliquer au niveau donc de la mastoïde. Alors, c'est pas toujours très très simple, parce que finalement, il y a plusieurs tailles, de ce sonde d'arc, et puis après, il faut essayer d'ajuster pour qu'il y ait un serrage suffisant au niveau de la mastoïde. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'il y a un côté très esthétique, ça fait moderne, ça fait chouette. Et pour les petits garçons, c'est quand même mieux que d'avoir un bandeau. Maintenant, en termes de maintien, ça reste un petit peu difficile. Voilà. C'est bien quand on est un petit peu plus grand et puis quand on trouve que finalement, j'entends plus assez. Tiens, je reprends mon sonde d'arc et je le resserre un tout petit peu, je le remets. Ça, c'est bien, ça marche bien. Mais quand on est tout petit, les parents, voilà, c'est difficile, je pense. Et toi, tu dirais qu'on a une meilleure, ou Charlotte, qu'on a une meilleure efficacité, un meilleur appui, un meilleur maintien par le bandeau ou par le sonde d'arc? Moi, je dirais quand même par le bandeau. Mais... Bandeau également. Ouais, je crois aussi. Et bandeau également, mais attention, alors il y a quelques bandeaux parce que maintenant, c'est... Ouais, des bandeaux qui tiennent bien et qu'on n'est pas obligé de resserrer en permanence. Voilà, et il y en a quand même beaucoup qui ne tiennent pas bien. Voilà, c'est un petit peu difficile, c'est le problème. Et puis au niveau, il y a une accroche... Voilà, pour ne pas citer la marque, et voilà, qui a tendance à se desserrer assez facilement. Donc, voilà, il faut penser aussi que les parents doivent réacheter de temps en temps ce bandeau. Alors, j'ai des parents très débrouillards avec des mamans qui cousent les bandeaux pour qu'ils bougent. Ouais. Hein. Les mamans sont en général bourrées d'idées. Hein. Moi, quand j'ai besoin d'idées pour les petits, je demande aux mamans en général. Exactement. Ouais, et quid des bandeaux homemade, ça marche aussi bien?
Ben, si c'est bien, en général, oui, si c'est bien. Alors, on peut bricoler. Je sais qu'on a bricolé récemment pour une petite fille qui avait un vrai rejet du bandeau, chez qui le sans-arc ne marchait pas pour une raison toute simple, c'est que cette petite fille ne vit qu'avec des serre-têtes. Elle a des immenses cheveux qui ne tiennent qu'avec des serre-têtes très jolies d'ailleurs, esthétiques. Et donc, en fait, on a adapté un système d'appui sur son serre-tête. C'est-à-dire qu'elle peut changer, on perce son serre-tête et on remet, bon, c'est du bricolage, mais ça fonctionne et ça permet de donner une solution. Mais d'ailleurs, excuse-moi. Vas-y. Mais d'ailleurs, justement, la société Oticon-Médical propose toujours, quand on fait la livraison du processeur, il y a toujours un petit système clip, justement, pour venir fixer comment le processeur. Voilà, c'est un système que l'on peut venir fixer donc pour faire un bandeau homemade, ou autrement même sur la casquette, sur les casquettes de certains petits. Et voilà, on peut faire ça. Il y a des gens qui sont capables de faire, des parents en tout cas, de faire des choses très très sympas avec ce système-là. Super. Et petite notion, je ne sais pas si vous avez ça, des retours sur les sondes d'arc sur les enfants. En fait, souvent, ils sont douloureux à cause des pattes sur les tempes, les petites griffes. Ouais. Donc, moi, je leur fais mettre soit du duoderme, enfin un pansement en silicone pour pas que ça grippe trop et que ça leur fasse mal, parce que finalement, ils le retirent à cause de ça. Soit je leur fais tourner pour pas qu'il y ait les petites accroches si ça tient bien. Voilà. Alors, on va arrêter parce que le temps passe toujours très vite pendant ces webinaires. On va lancer un deuxième sondage pour qu'on voit un petit peu les niveaux de détail auprès de la salle. On va vous demander cette fois-ci quelle est aujourd'hui votre expérience de l'appareillage en conduction osseuse chez l'enfant ou chez l'adulte, ou votre expérience bien sûr d'indication d'appareillage en CO chez l'enfant ou chez l'adulte. Est-ce que vous avez aucune expérience? Est-ce que vous avez déjà adapté des systèmes conventionnels en lunettes osseuses ou en bandeau? Est-ce que vous avez une expérience des systèmes implantés ou est-ce que vous avez une expérience de tous les systèmes? Donc, on a 16% de la salle qui n'a aucune expérience des systèmes, 16% avec une expérience avec des systèmes conventionnels, aucun avec uniquement des systèmes implantés, 66% avec les deux systèmes, ce qui me paraît assez logique, puisqu'en général, quand on a une expérience des systèmes implantés, c'est qu'on a testé les systèmes conventionnels avant. Hein. Je pense que ça me paraît assez logique. Et 66% d'expérience des deux systèmes dans la salle, ça commence à faire déjà une salle relativement expérimentée sur les systèmes, ce qui est intéressant. Et on va laisser Charlotte nous parler des systèmes implantés et du poids chez l'enfant. Les systèmes implantés qui sont disponibles chez l'enfant, donc ça va être en première intention évidemment les gold standards, c'est l'adaptation de la BAHA cochléaire ou du ponto sur une vis en corticale osseuse. Le problème c'est que, il faut que l'os soit assez épais pour pouvoir mettre en place cette vis, donc c'est au moins 4 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas avant 5-6 ans et encore plus tard, souvent chez les enfants qui ont des malformations, les syndromes de Treacher-Collins ou autres avec un os qui est très fin et donc qui ne permet pas cette adaptation. Et il y a surtout chez l'enfant un risque très important d'infection, d'extrusion du pilier, de granulome avec des soins qui peuvent être vraiment contraignants pour les enfants, douloureux, qu'on repose le pilier, un pilier plus haut, donc c'est plus une solution qu'on propose aujourd'hui, sauf chez certains patients en bilatéral évidemment, mais c'est vraiment pas la solution vers laquelle on se tourne chez les surdités, les enfants suivis pour surdité unilatérale. On a pour ça, ce qui est sorti ensuite, c'était les systèmes à conduction transcutanée, c'est-à-dire qu'il y a un aimant sous la peau qui va éviter de mettre la vis et donc qui permet d'éviter de surseoir à toutes les infections et les granulomes, et l'appareil vient s'aimanter, se mettre sur l'aimant qui a été mis chirurgicalement sous la peau. Pour ça, évidemment, il va falloir avoir un gain suffisant. Donc, chez les patients qui sont en bilatéral, ce n'est pas non plus une solution qu'on va proposer. L'aimant est volumineux, on parle d'enfants qui ont des anomalies d'oreilles et chez qui peut-être une reconstruction esthétique va se discuter dans l'avenir. Donc c'est pareil, c'est un positionnement de l'implant qui va parfois compromettre une chirurgie esthétique secondaire. Donc on a peu à peu abandonné ces différentes solutions. Donc il y avait le Sophono qui en plus maintenant a un très mauvais service après-vente, Cyril pourra vous en parler, et il y a des complications, donc les enfants ne le portent plus. Et la BAHA de chez Attract qui a un très gros aimant, et donc qui avait des positionnements dans les zones glabres de reconstruction esthétique qui, nous, en tant que chirurgiens, nous convenaient peu. Et donc, on a petit à petit abandonné. C'est encore un peu posé, mais c'est vrai que ce n'est pas les solutions vers lesquelles on se tourne.
Et du coup, il y a vraiment l'implant d'oreille moyenne de chez Medel VSB qui, chez les enfants qui présentent une chaîne ossiculaire complète, une mastoïde aérée et un système vraiment à peau fermée qui va permettre une réhabilitation auditive très satisfaisante, que l'enfant soit en surdité bilatérale ou unilatérale. Chez ceux qui ont des chaînes ossiculaires très malformatives, une petite mastoïde, il y aura le Bone Bridge, pareil de chez Medel, qui va être un système aussi à peau fermée et qui va permettre de placer l'appareillage dans la mastoïde, même s'il y a une malformation de la chaîne ossiculaire, sans avoir besoin de se placer sur la chaîne. Mais pour l'instant, tant que c'est pas remboursé, on attend un peu avant de le mettre en place chez l'enfant. Et puis le bébé de chez Cochlear, l'Ossia 2, pour l'instant chez l'enfant on n'en a pas encore posé, c'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale non plus, mais ça paraît prometteur. Alors j'ai été le voir sur le stand de la SFORL là ce week-end, j'ai un petit doute parce que ça me paraît un petit peu gros, on va voir. Il faudra qu'on essaye de voir comment ça peut se positionner par rapport à cette oreille justement aplasique où on n'a pas on n'a pas beaucoup d'espace pour positionner le système à distance de la zone qu'on voudra reconstruire plus tard. Donc à essayer, mais ça fait partie des solutions auditives prometteuses. On en reparlera un petit peu sur l'adulte, puisque Jérôme Neveu avait préparé une petite slide dessus. Un premier cas clinique? Alors, un premier cas clinique, donc c'est Antoine. Il est né prématuré d'une grossesse gémellaire à 26 semaines d'aménorrhée en 2015 et il a une aplasie d'oreille bilatérale. CPEA, donc sous sieste, retrouve une onde 5 à 70 décibels à droite, 80 décibels à gauche, donc il a le classique surdité de sévère bilatérale. Il va donc être appareillé, comme il a une conduction osseuse globale qui est normale, en conduction osseuse sur bandeau dès qu'il a 4 mois. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le remboursement des appareils, donc on a un petit peu attendu qu'ils soient en petite section de maternelle pour pouvoir faire la demande à la MDPH et pouvoir l'appareiller en bilatéral sur son bandeau. On se rend compte qu'au cours de la vie, finalement, il ne porte pas tellement bilatéral. Il préfère le porter plus souvent à droite, il est plus confortable. Et puis surtout, comme il a un frère jumeau, il a un peu son miroir dans la famille. Et donc, il voudrait vraiment reconstruire ses deux oreilles esthétiquement avant le CP. Donc, la seule solution possible, c'est une reconstruction, pas par la technique du cartilage costal, mais par la technique du polyéthylène poreux qui va permettre de proposer une chirurgie esthétique plus précocement. Et donc là, la question, enfin voilà ces audiogrammes, donc quand il était petit, avec appareillage en champ libre, ses oreilles en séparé, ce qu'on a pu faire au casque quand il avait 2 ans, je crois. Et ensuite, très récemment, donc en juin 2021, donc on voit qu'il est quand même pas mal réhabilité avec son bandeau. C'est les seuils assez classiques, je pense qu'on a sur un bandeau, c'est des bons seuils. Il a une conduction osseuse à droite qui est parfaite et voilà, une surdité sévère droite. Je vais vous montrer son scanner si jamais il y a des chirurgiens dans la salle, mais ce qu'on peut voir sur ces images, c'est que l'oreille droite est beaucoup plus aérée que l'oreille gauche, moins malformative, on ne voit pas l'étrier à gauche, et à droite on a une chaîne qui semble continue entre l'enclume et l'étrier, un peu de place. Donc la question c'est qu'est-ce que vous proposeriez pour réhabiliter cet enfant qui veut à la fois une solution esthétique, qu'on a un peu ras-le-bol de son bandeau, bien qu'il soit bien avec son bandeau, et qui est petit, donc qui a 5 ans. On va poser la question à la salle sans faire de vrais sondages cette fois-ci, mais quel est l'avis de la salle sur le type d'appareillage qu'on pourrait proposer à cet enfant? On va laisser quelques instants à la salle pour répondre. Vous pouvez répondre en public ou en privé comme d'habitude. On est d'accord que cet enfant veut quelque chose de discret. Enfin, il a 5 ans, mais il a vraiment cette envie d'avoir quelque chose de très discret. Oui, il y a un vrai problème esthétique. Voilà, donc, c'est pas simple. Enfin, je commence à parler. Vu que tu m'en as pas parlé avant en plus. Ça ne se lance pas beaucoup là dans la salle. Non, oui, après, je pense que c'était une discussion forcément avec le chirurgien. Et puis donc là, je pense que tu parles de solutions implantées, à mon avis. Mais 5 ans, après, tu dois voir au niveau des scans, en fait, c'est l'épaisseur au niveau du crâne, il faut qu'elle soit suffisante. Et si c'est le cas, on pense au VSB, en fait, voilà.
Enfin, c'est ça que je pense. Mais... Ouais, bah c'est un peu la solution qu'on lui a proposée. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord prendre en charge l'esthétique pour pouvoir bien positionner l'oreille. Donc, on a fait l'oreille gauche puis l'oreille droite. Et ensuite, je lui ai implanté un implant d'oreille moyenne à droite, puisque c'est là où la chaîne ossiculaire est continue et où on est sûr d'avoir les meilleurs résultats. Et du coup, pour la gauche, on va voir un petit peu comment ça se passe, mais peut-être proposer du coup soit un bone bridge, soit un ossia, en fonction du remboursement et de comment on peut soit le financer, soit positionner aussi ces appareils chez l'enfant. Je suis un petit peu encore en attente sur l'ossia. Et on peut voir du coup son résultat. Donc là, je l'ai implanté en juin, et ça, c'était donc là, en bas, c'est la courbe avec sa BHA en champ libre, et en haut, c'est la courbe avec son VSV, là, en juillet, donc à un mois de l'intervention. Et puis pour la vocale, je vous dirai demain, parce que je le vois demain. Juste pour être très clair pour la salle, tu ne poses pas un VSB de l'autre côté parce que tu n'as aucun résiduel aussi. On n'a pas les possibilités, ouais, et puis on n'a pas la possibilité de toute façon technique de le mettre en place. Voilà. Voilà, c'est juste pour ça, c'est juste une condition technique. Exact, une condition anatomique. Anatomique, en fait. Pardon. En tout cas, le résultat, juste si je peux me permettre, parce que j'ai eu l'occasion aussi de régler des VSB et d'avoir les gains prothétiques forcément qui vont avec, c'est un gain à 20 décibels comme ça, enfin un seuil à 20, c'est, je dis waouh, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai un petit peu de mal à récupérer, j'ai eu du mal à récupérer un tout petit peu sur les graves. Et voilà, c'est super. Mais l'adaptation, en tout cas, a été un peu particulière. Au départ, il trouvait que c'était vraiment différent comme sensation auditive entre sa BHA sur bandeau et son VSB. Donc, on va voir demain comment il s'y est habitué cet été. Mais... Oui, pour l'instant, c'est l'expérience que j'ai aussi. C'est que sur le VSB, on n'a pas toujours forcément une amélioration quantitative, mais les enfants réfèrent quand même une amélioration qualitative de la qualité du son. Hein, donc, c'est sur les aplasies. Quand on peut les poser, c'est en train de devenir un petit peu un gold standard, hein, je pense. Oui, je pense qu'en termes de qualité auditive, ils ont l'air d'être quand même plus contents. Hein. Oui, il y a le problème. Lui, il est bilatéral, donc c'est aussi, il a besoin de son appareil. Hein. C'est pas juste de la qualité et de la comparaison par rapport à son oreille normale entendante. Il y a le problème de l'IRM, c'est tout. Voilà. Mais ça, les parents, on a fait une IRM en fait préopératoire pour vérifier qu'il n'y avait pas de nécessité de suivi particulier neurologique ou neurochirurgical. Il y a une question qui est intéressante qu'on va peut-être poser avant le deuxième cas, pour faire le troisième sondage. Puisque tout à l'heure, on a parlé de bilatéral, mais on va parler un petit peu d'aplasie unilatérale. Et à votre avis, selon votre opinion, votre expérience, quelle est la proportion d'échecs d'appareillage en conduction osseuse chez un enfant atteint de surdité de transmission unilatérale, c'est-à-dire une oreille contralatérale normale et une aplasie majeure, par exemple, de l'autre côté? Donc, un appareillage dans le but de redonner une binauralité dessus. On va laisser la salle s'exprimer un petit peu. Toute la salle met le score entre 30 et 60% d'échecs à peu près. Ce qui n'est pas négligeable, mais au moins, personne n'a pensé qu'on était entre 60 et 100% d'échecs. Alors, 30 à 60%, ça paraît beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'expérience, ils l'abandonnent quand même environ à 50%. Surtout à l'adolescence, hein, où ils n'ont pas du tout envie d'assumer à la fois leurs différences physiques et de porter un appareillage auditif. Donc c'est vrai qu'ils le remisent au tiroir assez souvent, même s'ils disent très bien qu'ils ont un bénéfice, hein, clairement ils le disent, hein, ils sont mieux avec, mais ils ne veulent pas que ça se voit. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le reprendre après secondairement. Mais... Oui, voilà, parce que voilà, c'est surtout à l'adolescence qu'ils vont abandonner ça, parce qu'il y a l'image de soi par rapport aux autres, donc c'est toujours un peu difficile d'être... Voilà, on est stigmatisé en ayant cette prothèse. Donc voilà, ils n'ont pas forcément besoin de ça, de se montrer différents par rapport aux autres. Et d'autant que, comme ils ont une bonne oreille d'un autre côté, finalement, de l'autre côté, donc voilà, ils arrivent à se débrouiller. Voilà, donc même si effectivement, comme tu disais, ils se sentent mieux, notamment quand il y a plusieurs personnes, du bruit. Donc voilà, c'est mieux. Mais, voilà, ils finissent par, voilà, à partir d'un certain âge, à s'affirmer, à ne plus vouloir porter. Quand ils sont tout petits, finalement, ils suivent. Hein, c'est les parents qui sont là pour entraîner, pour y croire. Et puis, réellement, les parents voient la différence. Hein. La clinique nous dit vraiment, voilà, moi, mon enfant, il réagit mieux, il parle mieux aussi. En fait, il n'y a pas des défauts de prononciation. Et voilà, mais dès qu'il est un peu plus grand, qu'il s'affirme, il va avoir tendance à abandonner. Mais après, forcément c'est enfant dépendant. Hein. Il y a des enfants qui sont très très studieux quelque part et puis ils vont trouver ça génial, et puis d'autres ne peuvent pas le porter. Mais même si on a quand même
1 sur 3 qu'ils gardent, c'est quand même génial. Oui, Ça. et puis je pense qu'il ne faut pas le considérer comme un échec. Ils l'auront au moins essayé, ils savent ce que c'est, ils sont rentrés dans l'appareillage auditif, et si plus tard ils ont envie d'y retourner, au moins ils auront eu cet essai-là. Et question pour l'audioprothésiste, pour Hubert, que la solution, les bilans sur une aplasie majeure bilatérale, ils sont simples, mais comment est-ce que tu bilantes une aplasie unilatérale? Je bilance, c'est-à-dire comment tu vas gérer ton contrôle d'efficacité? Mon contrôle d'efficacité, il y a une bonne oreille, voilà, donc c'est plus difficile, donc il faut que je la squeeze, que je la bouche en fait, donc je vais faire un masquage passif. Moi j'ai la pâte à empreinte au labo, donc je bouge complètement l'oreille et comme ça on va vraiment travailler que sur cette oreille. Et puis finalement, donc je lui envoie des sons, je vois à combien il réagit, donc je vais pouvoir déterminer son seuil d'audition à partir de là. Et puis se trouve les tests dans le bruit, puisque finalement on doit restituer la binauralité. Donc c'est grâce à ça que je vais pouvoir tester les résultats prothétiques avec cet appareillage-là. Mais c'est surtout en bouchant la bonne oreille, parce que je n'ai pas du tout envie que ce soit celle-ci qui réponde. Donc je veux être sûr que ce soit l'autre côté. Oui, donc un masquage passif d'un côté, pas de masquage actif par du bruit pour éviter un retentissement transcrânien. Oui, le risque en fait, c'est que quand tu masques, voilà, si tu masques du côté de la bonne oreille, il y a un risque que ça aille de l'autre côté, donc voilà, donc c'est pas forcément idéal. Et puis chez les tout petits, en plus, va faire, le masquage chez les tout petits. est compliqué. Ouais. Voilà, non, mais de toute façon, le masquage passif. Il y a les petits oiseaux, ces petits oiseaux que tu dois entendre. Là, il y a les bruits de tempête. Voilà, donc il y a toute cette explication-là. Voilà, il y a un schéma à porter, mais c'est pas si simple. Hein. Et dès que l'enfant est en âge, par vocale dans le bruit. Exactement. Et tu dirais à partir de quel âge la vocale dans le bruit chez l'enfant? Alors à partir de 5-6 ans, et après quand ils sont motivés, tu peux faire pour certains petits avant, il y en a certains qui parlent vraiment très très bien, donc tu peux y aller. Et puis après, faut pas hésiter en fait, même si tu dis, voilà, on donne des normes, on dit ouais c'est à partir de 5-6 ans qu'on fait. Non, certains tu peux y aller. Même on dit, faut pas faire l'audiométrie, tu fais ça en chant libre au début, et puis après on apprend que finalement c'est la meilleure oreille qui répond, voilà. Mais non, on peut essayer de faire vraiment oreille par oreille chez les tout petits aussi, même les nourrissons, et puis après, faut réessayer, et à la longue, tu arrives à les conditionner. Donc, faut pas se limiter en termes d'âge. Faut prendre ça comme étant un jeu. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas, mais c'est pas très grave. En pédiatrie, il faut vraiment pas avoir peur de se tromper, mais en tout cas de toujours essayer parce qu'au final, les petits, ils y arrivent au final toujours. Hein. Alors, tu avais toi aussi un cas à nous présenter. Donc, je te laisse le commenter. Moi, il est né un mois avant ton cas. Donc, c'était en juillet 2014. Donc, c'était une aplasie majeure bilatérale. Et donc voilà, les tests avaient été faits, étaient suivis donc à l'hôpital, et donc on sait que l'oreille interne était intègre, donc c'était vraiment juste une transmission, donc des deux côtés pour ce petit Sam. Donc voilà. Donc j'ai rencontré Sam, il avait 3 mois, donc voilà, donc on les voit à peu près à 3-4 mois en fait quand ils sont comme ça en fait. Là, de toute façon, il n'y a rien à cacher. La famille voit complètement que l'enfant n'entend pas. Il n'a pas d'oreille. Donc, vraiment, tout est focalisé sur ce petit bout, ce petit bourrelet au niveau de l'oreille. Donc là, j'ai mis la photo de la famille parce que vraiment, la famille s'est déplacée. Toute la famille, enfin, il y avait la grand-mère, il y avait la maman, le papa. Donc, c'était important tu sentais qu'ils étaient vraiment autour de cet enfant. Le problème, c'est que voilà, ils parlent de l'esthétique, ils savent qu'il n'entend pas, donc ils veulent vraiment que leur enfant entende, mais ils veulent aussi pas que ça se voit pas trop. Déjà, mon enfant, il a cet handicap esthétique. Alors moi, je vais leur proposer un BAHA avec un bandeau. Donc pour un petit garçon qui n'a pas beaucoup de cheveux, je montre quelque chose, voilà, qui va se voir énormément. Donc c'était un tout petit peu difficile. Donc il y a toute la psychologie à avoir, c'est pas toujours très simple. Donc c'était un tout petit peu dur émotionnellement, en tout cas ce premier rendez-vous. Mais j'ai expliqué l'importance. De toute façon, ils ont compris l'importance pour leur enfant d'entendre, parce que finalement derrière le fait d'entendre, c'est le fait de pouvoir parler pour un enfant. Donc c'est très important pour les parents. Donc on a proposé la BHA en appareillage unilatéral. Ça tombe bien, c'était une question qui était sur le chat en privé. Ne soyez pas timide, vous pouvez envoyer vos questions sur le chat public. Pourquoi unilatéral ou bilatéral était la question? Alors, unilatéral, à ce moment-là, moi, c'était comment? Ça fait longtemps, ça fait plus de 7 ans. Moi, à cette époque-là, on ne faisait pas trop de bilatéral. On faisait vraiment que de l'unilatéral, en fait, quand on faisait de la conduction osseuse, parce que finalement, comme il y a le transfert transcrânien, on va stimuler aussi de l'autre côté. Donc, finalement, un appareil permettait de stimuler les deux côtés.
avec le temps, les études aussi ont montré qu'un appareillage des deux côtés apporte beaucoup plus de sensations auditives, une meilleure localisation spatiale et puis finalement, voilà, une meilleure audition. Après, il y avait une question de coût à l'époque aussi. Alors, il y avait une question de coût parce que c'était pas du tout pris en charge, donc je sais plus, c'était une somme très importante pour les parents. 2014, on devait être à l'époque du remboursement à 900 € par oreille sur des processeurs à 3500. Exactement, c'était ça. Et voilà, donc fallait l'appareil coûtait dans les 3000, 3500 €. Donc fallait que voilà les parents aient une très très bonne mutuelle qui prennent en charge. Voilà, donc il y avait tout ça aussi qui rentrait en ligne de compte. Voilà. Et le problème du bilatéral peut être aussi, il faut indiquer que tant que l'enfant n'est pas assis ou debout, quand ils sont allongés, on a tendance à mettre le bandeau au milieu. Alors oui, alors moi je trouvais ça un avantage aussi, comment à cet appareillage unilatéral, en tout cas pour les tout petits à 3 mois, donc tu disais bien effectivement ils ne se maintiennent pas, mais en plus je propose comme finalement, voilà c'est une aplasie bilatérale, mais finalement de proposer aux parents de tourner le bandeau et de mettre l'appareil un coup à droite, un coup à gauche. Sur le front, pourquoi pas aussi, ça marche, mais comme ça évite aussi la déformation, parce qu'ils sont tout petits, la déformation au niveau de l'os. En fait, trop de pression pourrait déformer aussi quelque part au niveau de l'os, donc ce serait pas forcément chouette. Voilà. Oui, donc finalement, la localisation importe peu. Au début, l'intérêt, c'est d'entendre voilà, tout ce qui se passe là. On n'en est pas encore à la localisation. Et la localisation chez les tout petits, c'est à partir de 4-5 ans, en fait. Donc, non, c'est un peu avant. L'adaptation et le suivi pour ce petit Sam, et ben finalement donc on a commandé donc cet appareillage en BHA donc sur bandeau, donc on a fait la livraison. La livraison, ça s'est fait de manière assez douce, hein. J'ai pas appliqué, j'ai pas mis le bandeau aussitôt sur l'oreille, j'ai juste amené le vibrateur au niveau de la mastoïde. Le petit était sur les genoux de sa maman et là la maman a commencé à parler et puis a fini par pleurer parce qu'elle remarquait que son petit voilà, était un peu émerveillé d'entendre les œufs complètement écarquillés. Donc ça, c'était vraiment une belle histoire, j'ai trouvé. Donc ça, c'était chouette. L'intérêt pour moi en tant qu'audioprothésiste, ben, finalement, c'est de voir ses réactions auditives. C'est très difficile. Voilà, il avait 3 mois. Donc on fait de l'audiométrie comportementale, on voit à quoi il réagit, donc on sait. Déterminer son seuil exact, c'est pas toujours très très simple, toujours à 3 mois. Là, ce qu'il faut faire, c'est surtout de ne pas lui apporter de l'inconfort. L'inconfort, ce serait terrible. Finalement, il ne supporterait pas. Et puis, finalement, ce serait un peu néfaste pour la correction qu'on lui propose. Donc, finalement, voilà, c'est de regarder qu'on ne lui propose pas d'inconfort. L'idée ici, c'est de proposer aux parents, je vous expliquais, de mettre le bandeau et de le tourner de temps en temps pour pas que ça gêne et que ça se mette à siffler de temps en temps. Et l'importance ici, c'est d'avoir un suivi orthophonique pour ce petit. Comme pour tous les enfants. Comme pour tous les enfants. Le fait d'être en société de transmission. Mais là, pour le coup, je l'ai cité d'autant plus parce qu'en grandissant, donc voilà, il a commencé il entendait très bien et à parler. Et puis finalement, il avait une rhinolalie. Donc finalement, c'était, voilà, les séances d'ortho étaient très, très importantes. J'ai mis une photo d'une petite fille, alors que c'était un petit garçon, un petit Sam, mais j'ai fait exprès parce que pour une petite fille, c'est plus simple de porter un bandeau, ça fait serre-tête, alors que pour un petit garçon, un serre-tête, c'est plus difficile. Même si les joueurs de foot maintenant en portent, c'est pas si simple que ça, en fait, quand on est parent et qu'on a son petit garçon qui doit porter ce serre-tête. Donc, les parents, à 5 ans, pensaient au renouvellement de l'appareil et voulaient encore une solution discrète. Voilà, ils pensaient vraiment à faire voilà, la discrétion. Ils ne voulaient plus trop faire porter à leur enfant cette BHA sur bandeau. Donc, la maman qui se renseignait beaucoup s'est informée. Elle apprenait qu'il y avait le système à dire. Et pour dire vrai, elle me l'apprenait aussi. Et donc, je me suis renseigné. J'ai contacté la société Medel. Et donc, j'ai une petite formation sur le système. Et donc, j'ai proposé à l'essai pour Sam ce système à dire. C'était très bien, ça marchait, la maman était contente, mais le problème, c'était l'adhésif dont on a parlé au tout début. Ça ne marchait pas, voilà, c'était un vrai souci. Et donc, on a continué, on a finalement fait l'appareillage sur bandeau avec BHA, mais cette fois en bilatéral et toujours avec suivi orthophonique. Le suivi orthophonique, donc là, il avait la rhinolalie, donc c'était important. Et je dis juste que
l'enfant, c'est dans sa globalité qu'on le voit. Donc, nous, on l'a pareil, mais là, le problème, en fait, c'était déplacé. En fait, l'aspect esthétique devenait un peu moins gênant, puisque finalement, il se faisait des copains hein, avec l'aspect esthétique, c'est pas trop gênant. Mais le fait de mal parler, de ne pas se faire comprendre, c'est plus difficile pour lui de se faire des copains. Donc, c'était important aussi de le souligner. Juste un petit mot très rapide pour expliquer ce que c'est que la rhinolalie. Ah oui, c'est au niveau du voile du palais, en fait. Alors, soit comment le muscle, en fait, c'est pas très bien musclé, ou autrement, il est trop court. Donc, ça fait comment un appel d'air entre le nez et la bouche, en fait, c'est ça. Hein, il y a fait. une perte d'air, en fait, l'air fuit par le nez, et donc, du coup, il y a une... Ouais. C'est bien fait. Et Sam, c'est vraiment, en fait, voilà, il a tout fait. Il est passé de BHA sur bandeau, il a fait comment le système a dit, il a essayé en tout cas, il a fait le bilatéral, et à 7 ans, son chirurgien lui a proposé l'implant d'oreille moyenne en bilatéral, dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est le Vibrant Bridge de chez Medel. Donc, il est équipé comme ça. Ça a été un tout petit peu difficile au début, parce qu'il n'en voulait pas. Ça a duré quelques semaines, hein, même pas très peu de temps, mais on lui enlevait son bandeau. Et son bandeau, depuis 7 ans, c'était lui. Donc finalement, c'était son image. Et donc finalement, le fait de perdre son bandeau, il ne se reconnaissait plus. Il y avait quelque chose de très troublant au tout début. Alors maintenant, le bandeau, je crois qu'il est vraiment mis de côté. Et voilà, donc maintenant, il est équipé en samba de Medel. Il y a de toute façon, je crois, avant ces implantations, il y a un rendez-vous de psychologue qui est indispensable. Oui, alors c'est beaucoup sur la prise en charge esthétique, un petit peu moins sur le changement auditif finalement, mais il faudrait peut-être qu'on mette en place aussi. Alors, le docteur Neveu était censé vous parler un petit peu chez l'adulte, mais vous avez à la fois un chirurgien et un audioprothésiste qui lui est expérimenté dans l'adulte et l'enfant. Et puis globalement, les indications ne changent pas tellement. Hein. Charlotte, tu peux nous reparler un petit peu des indications chez l'adulte? Je sais bien que... Oui, alors ce qu'on a un petit peu plus, c'est qu'il y a les sténoses des conduits, certes, mais les cholestéatomes aussi. Hein, les post-opératoires des cholestéatomes, ça peut être un recrutement de surdité mixte ou de transmission, qui peuvent bénéficier d'un appareillage soit implanté, soit en conduction osseuse. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu post-cholestéatome des poses de BHA sur pilier pour réhabiliter ces patients. Il y a aussi tout ce qui est les surdités mixtes, évidemment, qu'on a aussi chez l'enfant et qui reste du coup chez l'adulte et qu'on peut réhabiliter parce que... Et puis le moment de la presbyacousie sur l'oreille normo-entendante, ça va aussi être un souci et peut-être... faire en sorte que la personne va aller un petit peu plus sur un appareillage, même sur une transmission unilatérale. Et évidemment, là, sur la surdité totale unilatérale, ça j'ai... C'est une vraie, ça je pense que c'est une indication adulte. Pour l'instant, c'est une vraie indication adulte. Voilà, sur l'enfant, on fait vraiment... Le cross chez l'enfant, enfin chez le petit en tout cas, est compliqué. Et compliqué, la BHA, on ne la mettra pas. Ouais. Et après, c'est éventuellement l'implant cochléaire quand ce sera... quand ça pourra passer sur unilatérale. Voilà. En revanche, le cross osseux, c'est sur une coffreuse unilatérale, Hubert, tu as sûrement parlé, mais c'est vrai que c'est une indication qui était un petit peu limitée aussi par le coût, même si on connaissait son efficacité, et c'est vrai que la meilleure prise en charge maintenant va peut-être relancer un petit peu cette indication derrière. Ça change tout. Donc, je te laisse présenter un petit peu les systèmes, parce qu'on les a un petit peu abordés, mais peut-être les préciser un petit peu. Pour moi, donc les systèmes, les systèmes à ancrage osseux, on l'a dit, il y a deux marques distributeurs. Il y a donc Oticon Médical et Cochléa. Et puis après, les processeurs, il y a plusieurs processeurs. Alors chez Oticon Médical, c'est les processeurs de son Ponto. Et chez Cochléar, c'est le BHA. Donc, le dernier sorti, c'est le BHA 6 Max. Et autrement, la génération d'avant, c'était BHA 5 et SP, notamment. Je crois que Jérôme avait mis une diapositive après. Oui, voilà. En fait, chaque distributeur a plusieurs types d'appareils, de processeurs, qui s'adaptent en fonction des degrés de perte au niveau du seuil osseux. Donc, ils sont plus ou moins gros, et plus l'appareil est gros, plus il est puissant, et puis il va s'adapter à une perte avec un seuil osseux assez bas. Donc là, les niveaux que vous avez, 45 décibels, 55 et 65. Donc voilà, c'est les niveaux maximum que l'on peut avoir pour pouvoir permettre une correction en conduction osseuse.
tout en sachant que quand on fait une conduction, un processeur surpuissant, pour aller jusqu'à 65 décibels, il faut le chercher, le 65 décibels. Voilà, c'est quand même vraiment limite. Si c'est 10 décibels en dessous, genre 55, c'est quand même un peu mieux que le 65 quand même, parce que sinon il y a un risque de l'arsène quand même, malgré tout, assez important. Donc ça, c'était pour Oticon Médical en ancrage osseux passif. Par exemple, excuse-moi, oui, c'est vrai que j'ai pas vu la slide après. Chez Cochlear, en fait, vous avez voilà, il y a 3 photos, enfin, il y a 3 processeurs. Il y a le BHA 6 Max, le Power et le Super Power que vous voyez. Donc, il ressemble à un contour, il ressemble même à un implant cochléaire, un processeur d'implant cochléaire avec le vibrateur avec une antenne. L'avantage de celui-ci, pour le coup, sur l'Oticon Médical, le Ponto Power, Super Power, c'est que là, il y a une distance entre l'entrée du son et la sortie du son, donc il y a moins de risque de l'arsène quand même pour celui-ci. Donc voilà, sinon après, c'est de la même façon que pour les autres, hein. Il s'adapte en fonction du degré de la perte, du degré de la surdité. Ah, attends, juste excuse-moi, oui, je vois sur la slide. Ça, c'est pour les audios. Il y a le BHA 6 Max là, qui est sorti en début d'année. Il propose maintenant avec une version avec un pilier, au niveau de la sortie, c'est pas forcément au niveau du pilier. Il y a un 0, donc c'est ils ont raccourci en fait la zone de contact avec le pilier. Autrement, il y a toujours un 2 mm qui est finalement comme le BHA précédent. C'est bien d'avoir un BHA plus court, finalement, on le diminue un tout petit peu, donc moins visible, de 2 mm. Par contre, il y a un risque de l'arsène peut-être plus important si au niveau du pilier, il y a un renflement de peau, si ça touche au niveau de la peau. Donc voilà, donc il faut bien penser qu'il peut y avoir de risque de l'arsène si on ne prend pas un 2 mm, par exemple. Enfin, avec un 2 mm, en tout cas, il y a moins de risque de l'arsène. Voilà ce que je voulais dire. Bonne bridge. Alors ça, c'est l'implant qu'on va mettre à conduction osseuse. Donc c'est pareil, hein, c'est comme pour chez l'enfant. La version adulte, elle est un petit peu plus épaisse parce qu'on a un petit peu plus de place pour s'impacter et fraiser et ouvrir l'os pour placer l'implant. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, l'avantage c'est que c'est à peau intacte, donc c'est un système aimanté qui va permettre de mettre le processeur et c'est compatible à l'IRM. Donc, j'ai l'expérience. Ouais. Sur le plan de l'implant lui-même, au niveau, la différence peut-être, expliquer rapidement Hubert, la différence entre un implant actif et un implant passif. Actif, donc là le vibrateur, le transducteur, en fait, il est directement dans l'os, en fait, et c'est là qu'il va bouger finalement, alors que le passif, c'est plutôt à l'extérieur, donc ça vibre au niveau de la peau. Si c'est bien ça la question. Oui, c'était ça la question. Exactement. Donc sur le Bone Bridge, alors il y a la place pour le poser. Hein, voilà, il faut juste la place pour le poser. J'ai plusieurs chirurgiens qui m'ont dit qu'ils trouvaient un avantage au fait qu'on pouvait plier un petit peu cet axe et donc c'était plus facile des fois pour trouver de la place. Je ne sais pas ce que tu en penses en tant que chirurgien. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas posé beaucoup parce qu'il n'est pas pris en charge chez l'enfant et qu'il était très gros et que la version pédiatrique est sortie il n'y a pas très longtemps. Et que nous, on est là, quand il y a une oreille, on s'en fiche un peu. En fait, on peut le coller juste derrière le sillon rétroauriculaire, enfin à 1,5 mm, c'est possible. Alors que nous, on essaie de, au contraire, le mettre le plus loin possible en peau voilà, sous le cuir chevelu pour que ça n'empêche pas une éventuelle reconstruction. Parce qu'on n'a pas toutes les indications post-implant cochléaire ou post-exclusion d'oreille moyenne avec surdité comme patient. Alors, je crois savoir qu'il est en cours de commission pour être remboursé. Hein. On n'a pas les résultats. Je crois qu'on n'a pas encore les résultats. J'espère en 2022, on verra. Voilà, il est en cours de process de remboursement. La seule chose qui est intéressant, pas seule chose, pardon, mais qui est intéressant pour les audios, en fait, c'est nous les audios, en fait, qui réglons le processeur, en fait. C'est la société Medel qui le distribue, donc c'est à commander auprès de Medel. Et nous, voilà, comme nos prothèses auditives, on a un logiciel de programmation qui nous permet de régler ce processeur. On réalise finalement une audiométrie in situ avec, et c'est à partir de cette audiométrie in situ que le réglage se fait. Voilà, tout simplement comme pour une prothèse classique.
Réglage beaucoup plus aisé d'ailleurs depuis la nouvelle version du Ah processeur. Dieu merci, Dieu Ouais, merci. le Samba 2, c'est vrai que le premier Samba, Le Samba 1, c'était, il y avait un petit côté archaïque où il y avait un tableau type Excel et puis il fallait noter comment les seuils osseux, c'était inquiétant. Voilà. ça nous maintenait en forme. Ça change tout là. Le Vibrante, chez l'adulte, alors l'indication, on l'a mis, Jérôme l'avait mis pour juste, on en avait parlé ensemble, il avait mis l'indication de sûreté neurosensorielle parce que c'était la première indication à l'époque du Sandbridge, mais qui finalement n'a pas pris, les résultats n'étaient pas convaincants, et en fait le remboursement du Vibrant Sandbridge a été obtenu pour les sûretés de transmission MX, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu dans la sûreté neurosensorielle, il n'est pris en charge pour l'enfant et l'adulte, comme pour la BHA maintenant et la Ponto à 100%. Donc toujours un système électromagnétique semi-implantable, en fait la même chose que ce que le docteur Serrier vous a montré tout à l'heure chez l'enfant. Je pense qu'on peut dire qu'on est, c'est les mêmes indications à peu près. Hein. Oui, oui. Alors, il faut qu'on ait une chaîne ossiculaire. Alors, il y a différents petits clips qui vont pouvoir se poser sur la fenêtre ovale, sur la fenêtre ronde. Donc, on peut s'adapter en fait à l'anatomie du patient, mais il faut qu'on ait un accès quand même à l'oreille moyenne. On l'a déjà vu tout à l'heure, on ne va pas s'attarder dessus. Alors, un petit mot. Alors là, on rentre dans des choses qui sont pour l'instant un petit peu du domaine de la recherche, puisqu'on n'a pas du tout de remboursement et qu'il y en a très peu de posés. On a, Jérôme Nevou a à Bicêtre une expérience de l'OSIA. Il en a posé quelques-unes avec des très bons résultats. Alors l'OSIA, c'est la caractéristique de l'OSIA de Cochlear, c'est que c'est le premier implant avec un micro piézoélectrique, qui est une technologie qui a été utilisée auparavant par la firme Autologix quand ils ont fait le Carina, pour ceux qui ont connu, notamment, mais qui a été maintenant, qui n'est plus commercialisé, qui a été arrêté par Cochlear depuis que Cochlear a racheté et avait commencé à distribuer le Carina, mais ils ont arrêté. Par contre, ils ont utilisé cette technologie du micro piézoélectrique pour l'OSIA. Et pour l'instant, ce qui tendrait, alors on va être très prudent, hein, parce que ce sont des résultats préliminaires, mais le micro piézoélectrique permet d'obtenir des gains sur les hautes fréquences et un confort sur les hautes fréquences qui semble très nettement supérieur. Mais pour l'instant, ça reste sur une étude et on n'a pas de commercialisation possible. Il n'y a pas de remboursement encore. Et est-ce qu'il y a une expérience pédiatrique? Non. Pour l'instant, non. Pas Donc, encore. sur le plan chirurgical, sinon, qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air extrêmement simple à poser, hein, à part qu'il faut exactement la même épaisseur de corticale osseuse de 4 mm pour mettre en place la vis. Hein. C'est la même vis que pour une BHA transcutanée, donc super simple à mettre. Et après, c'est plutôt sur la taille, ça me paraît quand même assez gros, donc à voir par rapport à faut que ce soit pareil à 1,5 mm du sillon rétro-auriculaire. Donc chez l'enfant, à voir s'il y a assez de place pour le mettre, pour le placer. Bon, donc des résultats prometteurs, mais pour l'instant, on attend un petit peu, en tout cas chez l'enfant, ouais, pour le faire. On va encore moins parler du Sensio de Ticon Médical, hein, même si on en parle pour montrer que c'est une solution qui va sortir aussi, mais elle est également à la recherche, à l'état de recherche. Pour l'instant, je n'ai pas d'expérience sur les gens qui en ont posé en France, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu quelques pauses déjà, mais j'ai pas de retour. C'était plus pour Jérôme voulait vous le montrer pour signaler que de nouveau il y avait ces deux solutions-là. Et voilà, on a terminé. Comme d'habitude, c'est passé très très vite. On a tenu un timing extrêmement serré. Vous avez de nouveau les yeux de Jérôme Nevou, hein, qui a été coincé au bloc et qui n'a pas pu venir. Les plus réveillés d'entre vous auront noté que je ne suis pas Jonathan Flamand, à qui nous souhaitons tous nos vœux de rétablissement, parce qu'il était pas bien du tout, mais il va se rétablir très vite, j'en suis sûr. Et donc, on a repris un petit peu ce webinaire au pied levé. Merci à tous ceux qui ont pu être là. Merci à nos deux orateurs. Et puis, je vous dis à bientôt pour le 6e webinaire, dont le thème vous sera envoyé très bientôt. À bientôt et bonne soirée à tous.